Covid-19 au Niger, le gouvernement a rouvert ses frontières terrestres. Elles avaient été fermées depuis mars 2020 pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Antonio Guterres, reconduit à la tête du secrétariat général de l'ONU pour 2022-2026, l'Assemblée générale de l'ONU a entériné le renouvellement de son mandat. Et puis législative en Russie, les élections se tiendront sur 3 jours, du 17 au 19 septembre prochain, une mesure pour limiter la propagation de la Covid-19. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les inquiétudes autour du partenaire russe se multiplient après plusieurs enquêtes concernant les exactions commises par les paramilitaires en Centrafrique. Radio France Internationale avait publié une enquête en mai dernier révélant les méthodes utilisées. La semaine dernière, c'est CNN, en partenariat avec l'organisation V-Century, qui a publié un grand format sur le sujet. La présidence centrafricaine a tenu à répondre les précisions. En réponse à l'enquête de la rédaction américaine CNN, le directeur de cabinet du président de la République centrafricaine s'est fendu d'un communiqué de 5 pages, justifié, précise-t-il, par la gravité de ces allégations diffamatoires, fantaisistes et fallacieuses. Il existe, selon Obed Namsio, un complot contre les autorités centrafricaines, avec pour objectif la volonté de soutenir l'instauration d'un chaos dans le pays et avec l'intention de nuire aux intérêts de la République centrafricaine. Obed Namsio insiste sur la violence des groupes armés et leur occupation du territoire pendant ces dernières années. Des crimes sciemment omis, selon lui, par les journalistes qui n'ont pas effectué de mission sur le terrain. CNN précise ne pas avoir obtenu d'autorisation de reportage malgré plusieurs demandes. Le directeur de cabinet poursuit ensuite sur la ligne de communication officielle. Il n'y a pas de mercenaires en Centrafrique. La présence des éléments russes a été autorisée par le Comité de sanctions des Nations Unies. Ils interviennent dans le cadre d'un accord de coopération militaire bilatérale. Le communiqué précise que la présidence refuse de se retrouver dans une guerre par procuration entre les grandes puissances. Il rappelle enfin qu'une enquête spéciale du gouvernement a été mise en place pour faire la lumière sur les allégations de violation des droits de l'homme imputées au FACA et forces alliées russes. Des allégations qu'il qualifie de précoces. Une enquête dont on attend les conclusions. Je le disais en titre, le Niger a rouvert ce jeudi ses frontières terrestres. Ces dernières avaient été fermées pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. L'annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué. Fermées depuis mars 2020 pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, les frontières terrestres du Niger sont rouvertes depuis ce jeudi. L'analyse de la tendance épidémiologique de la COVID-19 montre que la situation est toujours sous contrôle, a assuré le gouvernement. Mais au risque d'être refoulés, les passagers arrivant au Niger devront présenter un bulletin de test négatif au COVID-19, a expliqué un agent du ministère nigérien de la Santé. Au départ du Niger, les voyageurs doivent aussi présenter un bulletin de test négatif de moins de 5 jours, a-t-il précisé. Le coût du test pour les voyageurs par la route est fixé à 5 000 francs CFA, soit 9 €, contre 25 000 francs CFA, soit 46 € pour ceux qui prennent l'avion, comme de tous les pays de communauté économique des États ouest africains, CEDEAO. Les autorités nigériennes avaient pris dès l'apparition des premiers cas en mars 2020 des mesures drastiques pour stopper la propagation du Covid-19, à savoir la fermeture des frontières, l'état d'urgence, le couvre-feu, la fermeture des lieux de culte et des écoles, l'isolement de Niamey du reste du pays. Certaines de ces mesures ont été progressivement levées, mais les frontières terrestres restaient fermées. Le Niger est relativement peu touché par l'épidémie avec 5 457 cas dont 193 décès, selon un bilan officiel. Pour amener un maximum de personnes encore réticentes à se faire vacciner, le ministère de la Santé a lancé il y a quelques jours une campagne de vaccination de masse contre le Covid-19.
L'Assemblée générale de l'ONU a entériné vendredi l'octroi à l'ex-premier ministre portugais António Guterres un deuxième mandat à la tête de l'organisation pour 2022-2026. Un monde qui tire des leçons de la pandémie meurtrière de Covid-19. C'est à cela qu'appelle entre autres António Guterres. Les détails. Notre plus grand défi, qui est en même temps notre plus grande opportunité, est d'utiliser cette crise pour renverser la situation, pivoter vers un monde qui tire des leçons, qui promeut une reprise juste, verte et durable, et qui montre le chemin via une coopération internationale accrue et efficace pour répondre aux problèmes mondiaux, a-t-il dit. Franchir cette étape demandera un effort réel pour renforcer ce qui fonctionne et du courage pour tirer les leçons de ce qui ne fonctionne pas. Cela nécessite que nous fassions de la prévention et de la préparation, au sens large du terme, une priorité de premier plan du système international, a ajouté António Guterres. En fonction, depuis 2017, le chef de l'ONU a prêté serment en promettant d'agir en toute indépendance des États membres ou d'organisations lors d'une cérémonie à laquelle a assisté le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, premier chef d'État à franchir les portes de l'ONU depuis plus d'un an de pandémie. Au préalable, l'Assemblée générale avait approuvé par acclamation et sans vote une résolution prolongeant le mandat de 5 ans d'António Guterres. Le Conseil de sécurité de l'ONU, à la décision cruciale dans le processus de nomination, avait donné le 8 juin sa bénédiction à la reconduction de l'ex-premier ministre portugais, 72 ans, ancien haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés entre 2005 et 2015. Ce journal se poursuit en Espagne. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé la fin du port de masque obligatoire en extérieur à partir du 26 juin prochain dans le pays. Cette décision intervient alors que la situation sanitaire dans le pays est en très nette amélioration. Reportage. En Espagne, le port du masque à l'extérieur avait été imposé à partir de 6 ans dès mai 2020. Lors d'un déplacement à Barcelone, le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré que le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur à partir du 26 juin prochain. En prenant cette décision, l'Espagne emboîte ainsi le pas à la France, qui a levé jeudi le port du masque obligatoire en extérieur, tandis que l'Allemagne s'oriente elle aussi vers une levée progressive de cette obligation. Je tiens à vous dire que nous allons tenir un conseil des ministres extraordinaire jeudi prochain et que nous allons proposer à la société espagnole de ne pas rendre obligatoire le port de masque en extérieur à partir du samedi 26 juin. Avec plus de 80 000 morts et plus de 3,7 millions de cas, l'Espagne est l'un des pays les plus frappés en Europe par la pandémie. Mais le nombre de nouveaux cas a drastiquement baissé ces dernières semaines grâce à l'avancée de la campagne de vaccination. Selon les derniers chiffres du gouvernement, 13,6 des près de 47 millions d'Espagnols sont totalement vaccinés contre le coronavirus, soit 28,7% de la population, tandis que 47,1% a reçu au moins une dose d'un vaccin. Les élections législatives se tiendront en Russie sur 3 jours, du 17 au 19 septembre prochain. Les étaler sur 3 jours est une mesure pour limiter la propagation de la Covid-19, a annoncé vendredi la chef de la commission électorale. L'opposition, elle, dénonce cette mesure comme facilitant les fraudes. Ces 3 jours garantiront une sécurité sanitaire pour la santé de nos concitoyens, a affirmé Ella Pamfilova, cité par les agences de presse russes, ajoutant qu'il s'agissait de l'option optimale. En septembre 2020, des élections locales et régionales s'étaient déjà tenues sur 3 jours pour limiter l'affluence dans les bureaux de vote et les risques de contamination. 2 mois plus tôt, un référendum constitutionnel ayant notamment autorisé Vladimir Poutine à rester au pouvoir jusqu'en 2036 avait lui été organisé sur 1 semaine. Pour ce scrutin, des urnes de fortune avaient été installées en extérieur sur des bancs publics ou dans des cours d'immeubles, suscitant des moqueries et les foudres de l'opposition qui avaient dénoncé des falsifications massives par ce biais.
Vendredi, la chef de la commission électorale a écarté la possibilité de telles urnes mobiles. Le vote près des habitations, surnommé par le peuple vote sur des souches d'arbres, a rempli sa fonction. Il n'est plus nécessaire, a affirmé Ella Pamfilova. Le scrutin de septembre se tient alors que le parti de Vladimir Poutine, Russie unie, est impopulaire sur fond de stagnation économique et de lassitude des électeurs. Un institut de sondage proche du pouvoir le crédite d'un soutien de 30% des électeurs contre 60 à 65% au président russe. Les autorités ont parallèlement multiplié ces derniers mois les attaques contre l'opposition, en particulier les organisations d'Alexei Navalny, qui ont été déclarées extrémistes et liquidées. Le principal opposant au Kremlin, à l'origine d'enquêtes retentissantes sur la corruption des élites, est en prison depuis son retour en janvier en Russie après s'être remis d'un empoisonnement commandité, selon lui, par Vladimir Poutine. Et c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.